On a tous déjà entendu parler de ce concept, la priorité nationale. Un slogan qui claque, qui donne l'impression d'une évidence. Après tout, qui serait contre l'idée d'aider d'abord les nôtres? Sauf que, c'est qui les nôtres? Parce que là, on parle pas d'animaux, qui sont ces autres humains qui sont inférieurs, indignes de l'aide commune. Et surtout, pourquoi eux? Derrière ces trois mots, il y a une idéologie bien plus ancienne, bien plus radicale, et surtout, bien plus dangereuse qu'elle n'y paraît. Salut la société, bienvenue dans Syntaxe Sociale, et aujourd'hui, on va parler de priorité nationale. La priorité nationale, autrefois appelée la préférence nationale, c'est l'idée que certains droits sociaux, économiques ou politiques devraient être réservés en priorité aux citoyens de la patrie. On parle de logement, d'emploi, d'aide sociale. Le principe, c'est de dire les étrangers attendront. Mais il date de quand ce principe? Dans les années 80, il est popularisé par un type appelé Jean-Yves Le Gallou, qui fait partie du club de l'horloger. En gros, c'est un cercle d'extrême droite qui veut théoriser un monde à deux vitesses. Alors, remettons les pendules à l'heure. Selon eux, il devrait y avoir les Français qui vivent avec tous les droits, et de l'autre côté, les étrangers qui devraient vivre avec moins. Bref, une forme de retour des Noirs au fond du bus. C'est Jean-Marie Le Pen le premier à faire de cette idée un slogan politique de masse à travers le Rassemblement National. Pardon, le Front National. Après, c'est la même chose. On se souvient de ces fameuses phrases du type « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop ». Ou alors le travail aux Français d'abord. Ou cette fameuse phrase « Cours à rouquin ». Aujourd'hui, Marine Le Pen et le Rassemblement National ont un peu adouci les mots. On parle plus du tout de préférence, mais on va parler de priorité. Et ce glissement lexical, c'est pour faire passer une vieille idée radicale en une mesure de bon sens. On en a déjà parlé dans un TikTok, dans la description. Dans le langage du RN, ils sont passés de préférence à priorité nationale. Ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas du tout. Le concept de priorité marque un moment de crise. Tu priorises une partie de la population parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Par ailleurs, fake news, la France produit assez pour l'entièreté du pays, sauf que c'est mal redistribué. En gros, c'est du rebranding. C'est comme la collection Emma qui dit que c'est des nouveaux matelas alors que c'est la collection de l'année dernière. Mais est-ce qu'il y a qu'en France qu'on parle de priorité nationale? On le retrouve dans les rhétoriques nationalistes du XXe siècle ou encore dans le America First de Donald Trump. Et j'ai failli oublier les politiques restrictives de la Hongrie de Viktor Orban. Et partout, la mécanique c'est la même. Une société en crise et les pouvoirs politiques qui désignent l'étranger comme bouc émissaire. Le problème c'est que derrière ces slogans pleins de bon sens, il y a plein de trucs très contradictoires. Parce que la priorité nationale en réalité, c'est pas juste une idée discriminatoire, c'est une énorme arnaque politique. Moi je pense que c'est un concept qui est xénophobe et raciste, notamment parce qu'il est théorisé par un parti en particulier, par même plusieurs partis qui sont classés à l'extrême droite. Extraire un pays comme la France de son contexte global, au lieu de comprendre que c'est plus complexe que ça. S'il y a des gens pour qui c'est la misère, qui plus est dans un pays comme celui des droits de l'homme et des citoyens, on est quand même ceux qui sont censés avoir inventé cette devise. On est censé s'en montrer digne, entre guillemets. L'idée, en fait, c'est juste de nourrir un discours qui voudrait que l'immigration, ça serait plus un coût. Alors que chaque année, on le voit, il y a les études, toutes les mêmes qui sortent chaque année, qui démontrent qu'il y a un coût qui est nul, c'est zéro entre les retombées économiques de l'immigration. Et encore, ça ne prend même pas en compte toute l'économie noire, c'est-à-dire tout ce qui est marché au black, etc. Donc c'est juste servir une soupe démago et populiste comme on le savait déjà, bien sûr. Priorité nationale, ouais, après, oui et non. Allez, je suis mitigé. Vous allez en Australie, par exemple, puisque moi j'ai de la famille en Australie, c'est la orthographe et l'anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne l'écrivez pas, vous ne travaillez pas. Donc, est-ce que l'Australie est un pays de facho? Je ne crois pas. Le Canada, c'est exactement la même chose. Alors que je trouve que c'est un projet, une idée complètement fallacieuse de la part de Madame Le Pen et vidée de sens parce qu'en fait ça voudrait rien dire et aider les Français en priorité puisqu'en fait nous sommes tous français. Français de papier comme ils disent, mais bon ça c'est un terme qui a été récemment médiatisé par l'extrême droite pour différencier certains Français des autres alors qu'il n'y a pas certains Français d'un côté et certains Français de l'autre. Nous sommes tous Français, donc quand elle parle de priorité nationale, je ne sais pas à quel Français elle pense en particulier. Leur slogan préféré? Nos SDF d'abord. Environ 330 000 personnes sont sans domicile fixe en France en 2024, selon Fondation pour le logement des défavorisés. Un chiffre qui a doublé en 10 ans. Donc sur le papier, ça sonne comme une priorité sociale. Mais devinez qui sont les mêmes politiques qui disent que les SDF sont dans la rue par manque de volonté ou parce qu'ils refusent de travailler. Autrement dit, le SDF est fainéant quand il est français, mais il devient un symbole national quand c'est pour taper sur les étrangers. C'est magique, en une phrase tu transformes la misère en argument marketing. Et cette rhétorique, elle fonctionne comme une dérive sectaire. On désigne un ennemi extérieur qui est ici l'étranger, on répète tout le temps le même slogan et on enferme les militants dans une vision du monde où si tu la critiques, c'est que tu es un traître à la nation. Bon, c'est un mécanisme classique, c'est créer un nous pur homogène et rejeter tout ce qui ne rentre pas dedans. Moi je décide de rejeter tous les gens qui ont des petits pieds.
Si tu fais une pointure en dessous de 47, t'es plus français. Bref, c'est pas un mouvement politique, c'est une secte qui a détourné des symboles. Des symboles qui nous unissent, nous, Français, mais c'est qu'une part de notre identité, et évidemment, on est humain, avant tout. Le mécanisme est bien documenté par les spécialistes des dérives d'emprise. Le psychologue Steven Hassan, qui est un ex-adepte devenu expert des sectes, décrit comment le mouvement MAGA s'est structuré d'une manière quasi religieuse autour de la figure de Donald Trump. Jusqu'à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, c'était des répétitions de slogans, la diabolisation de l'ennemi, le sentiment de mission nationale, et puis surtout les théories du complot comme du ciment. Bref, une dynamique sectaire appliquée en politique. Donc, c'est pas juste des meetings, c'est des liturgies. Et au bout du sermon, t'as le pèlerinage jusqu'au Capitole. Et attention, à midi, il y a la prière devant Fox News. Steven Hassan, il dit au sujet des MAGA dans The Cult of Trump, Trump a transformé un mouvement politique en une véritable secte, avec un leader infaillible, un ennemi extérieur et une mission divine. Mais est-ce que c'est possible d'appliquer une priorité nationale aujourd'hui? Juridiquement, la priorité nationale est impossible sans changer la Constitution. L'article 1er, il est clair, la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc appliquer une priorité nationale sur le logement, l'emploi ou les aides sociales, c'est tout simplement anticonstitutionnel. En vérité, ceux qui veulent revoir cette idée veulent revoir les fondements même de la République. Mais évidemment, ce sont eux qui proclament que les autres ne font pas partie de l'arc républicain. Et même sur le plan économique, ça tient pas. Beaucoup de secteurs en France, comme l'hôtellerie, l'agriculture, la restauration ou les hôpitaux, fonctionnent grâce à des travailleurs étrangers. Selon DAR, en 2020, 20% des aides-soignants et 31% des femmes de ménage sont des étrangers. Mettre une barrière priorité nationale, c'est pas créer de l'emploi, c'est créer une pénurie de main-d'œuvre. Et ça va fragiliser encore plus les services publics. En gros, tu veux sauver l'agriculture française, vire ceux qui vont ramasser les fraises. Mais c'est brillant comme plan stratégique, dis donc. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce genre de recette en France? Dans les années 30, en pleine crise, on désignait déjà les étrangers qui volent le pain aux Français. Du coup, en 1932, on impose des quotas maximum d'étrangers dans les entreprises. Entre 10 et 15% selon les secteurs. Et finalement, le chômage n'a pas été réduit et puis ça crée une pénurie de main-d'œuvre. J'attendais quoi. En Hongrie, Viktor Orbán justifie ses politiques autoritaires à travers le besoin de protéger les nationaux. Il a notamment restreint les allocations familiales seulement aux nationaux, mais ça a créé une baisse de la natalité et une augmentation de la pauvreté dans les populations étrangères, mais aussi auprès des familles précaires hongroises. Mais à chaque fois, c'est la même logique, détourner la colère des vrais responsables. Les crises économiques, les choix politiques, les inégalités pour les rediriger vers les plus précaires. Et c'est pratique, hein. Quand ça va mal, tu vas pas chercher un responsable en haut, tu tapes sur celui qui est déjà couché. Va falloir retravailler leur figure du héros par contre. Qui aide l'État aide le plus en France? C'est vaste comme question. Je sais pas trop. Tout le monde. Et certains qui ne devraient pas l'être d'ailleurs, comme on l'a vu avec le rapport du Sénat sur les aides aux entreprises qui représentent 200 milliards par an, surtout les grandes entreprises. En vrai, c'est un gros chiffre. Surtout quand quelques semaines avant, ils parlaient de ce qu'on devait économiser sur le budget, où ça représentait quoi, 50 milliards. Et leurs mesures, c'était encore des mesures qui vont contre les classes moyennes, voire précaires. On tape toujours sur les mêmes, au nom d'une idéologie qui est celle du libéralisme économique, etc. Enfin, du néolibéralisme économique même. Mais juste en fait, ça fait 8 ans qu'on se tape ça, voire même 30 ans. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui y croient. Non, là on a la preuve en 2 quinquennats que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, il y en a encore qui seront un peu à voir, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu de la démocratie. Le pire, c'est que derrière, elle revendique que l'État ne devrait pas être interventionniste, etc., comme si c'était un État communiste. Des fois, ils n'ont pas des mots de fou comme ça, alors qu'on sait tous que c'est faux. Ça, c'est juste pour servir leurs propres intérêts, qui sont d'engranger toujours plus de profits. Et donc, ils se gardent bien de parler des milliards d'aides qui touchent, quand des fois, derrière, il n'y a même pas de contrepartie qui est demandée. C'est-à-dire qu'il y a eu des histoires là, de Carrefour qui supprimaient des postes, alors qu'ils étaient bénéficiaires sur l'année, qui déversaient des milliards de dividendes. Et tu vois ça, tu te dis mais c'est impressionnant, comment on peut se faire marcher dessus à ce point-là alors qu'on est censé être un État souverain. On va pas se le cacher, c'est vrai qu'il aide un peu tout le monde, toute la population, mais ceux qui sont le plus aidés, c'est les patrons, c'est les grosses entreprises. Donc en fait l'État alimente le capitalisme et il laisse les plus précaires de côté, comme les étudiants. La preuve, chaque année il y a des suicides à cause de la précarité, il y a plus d'un étudiant sur 2 qui mange pas à sa fin, mais ça par contre j'ai l'impression qu'ils en ont rien à faire. Si on gratte un peu, est-ce que la priorité nationale a déjà aidé ce qu'elle prétend défendre? En fait, elle a jamais sorti un SDF de la rue, ça a jamais amélioré les conditions de vie des travailleurs précaires, et ça a jamais réglé la question des inégalités non plus, tu vois. En réalité, quand l'extrême droite parle de protéger les Français, c'est pour détourner l'attention des politiques qui elles détruisent vraiment les classes populaires. Pour une fois qu'ils détournent autre chose que de l'argent, dans les faits, c'est souvent les mêmes partis qui vont dénoncer l'assistanat, et qui votent des mesures qui ensuite fragilisent encore plus les modestes.
Réduction des APL de 5 € par mois en 2017 en France, coup de rabot pour les aides sociales en Italie sous Giorgia Meloni qui les réduit de 3 milliards en 2023. Aux États-Unis, Donald Trump promettait de rendre l'Amérique aux Américains, mais sa réforme fiscale de 2017 qui réduit l'impôt sur les sociétés de 35 à 21% a surtout enrichi les plus grandes fortunes. Le discours est social, mais la pratique économique et l'argent y file vers le haut. Oui, donc en fait c'est priorité nationale pour les pauvres dans les tracts, mais plus priorité multinationale pour les riches dans les lois. La priorité, c'est pas censé être pour ceux qui sont dans la merde? Ouais, aucune de ces mesures n'a aidé les pauvres, elles ont toutes renforcé les inégalités. Et la priorité nationale, c'est avant tout un outil de division. Elle oppose les précaires français aux précaires étrangers et permet d'éviter les vrais problèmes. La spéculation immobilière, les bas salaires, les coupes budgétaires dans le service public. Cette stratégie, elle est hyper brillante politiquement. Pendant que nous, on se bat pour des miettes, on regarde pas qui est en train de manger le gâteau. C'est un peu le principe du Monopoly, quoi. Tu passes ta soirée à te battre pour la rue de la paix et après tu te rends compte que la banque, elle a pris tout le plateau. Et que ce foutu personnage n'a pas de monocle. Alors, qui est vraiment aidé par cette rhétorique? Les vrais bénéficiaires, c'est ceux qui gouvernent par la peur et qui profitent des divisions pour éviter de rendre des comptes. En 2019, un député du Parti communiste a révélé un chiffre vertigineux. 211 milliards d'euros de dette publique tous les ans versés aux entreprises. Et souvent sans conditions ni environnementales ni sociales. Dans ces aides, on trouve de tout. Des exonérations de cotisations, des crédits d'impôt, des subventions directes. Et pourtant, malgré ces sommes colossales, les plans sociaux continuent de tomber. En gros, quand t'es pauvre, on t'explique que 5 € d'APL, c'est insoutenable pour le plan social. Mais 211 milliards d'aides aux entreprises, ça passe crème, foutus assistés. Exemple concret, le crédit impôt recherche qui est censé encourager l'innovation, et ben il a coûté 7,6 milliards d'euros en 2024. Et les entreprises qui les ont touchées, c'est Sanofi, c'est Total, qui dans le même temps continue de licencier des chercheurs et délocalise. Ça a été pratique. Chaque fois qu'on se déchire autour de la priorité nationale, on parle pas de la justice fiscale, on parle pas de redistribution, on parle même pas d'égalité réelle. En fait, on recherche tout l'inverse. La priorité nationale, c'est un peu comme une arnaque téléphonique. Tu crois que t'as gagné 10 000 €, mais à la fin, t'as juste perdu ton forfait. Et c'est là tout le paradoxe. La priorité nationale, elle a jamais réglé aucun problème social. Mais elle réussit à s'imposer parce qu'elle touche de quelque chose d'encore plus profond. Elle joue sur un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Et c'est sur ce discours identitaire que ça devient plus séduisant, plus mensonger. Si t'arrives pas à nourrir les gens, t'as juste à leur vendre un drapeau. Et ça coûte pas si cher ces merdes-là, hein. Voilà la vérité. La priorité nationale, c'est pas pour donner plus aux pauvres. C'est simplement du détournement d'attention. Pendant qu'on oppose les précaires français aux précaires étrangers pour quelques miettes, les plus riches, eux, empochent des milliards. Alors pour moi, être français, donc être un bon patriote comme ils disent, bah déjà c'est vivre sur le territoire français. Donc avoir un papier français, donc peu importe que tu sois né ici ou d'ailleurs, parce que voilà, personne n'est plus français que l'autre. Et surtout respecter la devise liberté, égalité, fraternité et laïcité. Donc pour moi, être français, c'est le vivre ensemble et accepter les différences des cultures, des religions. Parce qu'on vient tous d'ailleurs, en fait on est tous différents et c'est ça qui fait notre devise. Je crois que le premier, c'est la démocratie, je dirais. Respecter les autres, le respect de la République, respecter la France, quoi. Bah, être français, c'est être de nationalité française. Certains mettent un fantasme derrière qui souvent est ancré dans le passé. Parce que c'est normal, tout le monde a peur de l'avenir et tout le monde a peur de l'inconnu. Ça, c'est humain, c'est propre à tout le monde. Et donc, on veut essayer de s'ancrer dans une image fantasmée, comme si être français, ça serait se balader tous les jours avec un drapeau français et avoir un esprit guerroyer comme ça. Moi, je m'en tamponne. Justement, moi, je suis contre la guerre. Donc, je pense que être français, bah, par exemple, ça serait s'intéresser à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, c'est un texte qui est encore d'actualité vis-à-vis de l'autodétermination des peuples, etc. En gros, ça date du XVIIIe siècle. C'est toujours débattu, etc. Donc, pour moi, ça serait ça, être français. C'est pas cette image fantasmée de faire honneur à une histoire, des guerres, des personnalités qui sont toutes souvent controversé et on n'a qu'à prendre Napoléon, c'est un mec qui a fait le retour de l'esclavagisme, ce qui est normalement ce qui est disqualifié, mais qui derrière a inventé plusieurs codes, etc., qui a amené des choses aussi qu'aujourd'hui on utilise encore. Mais en fait, les gens qui se sont accaparés le concept d'être français, bah, c'est les mêmes qui vont dire qu'il faudrait honorer toutes ces personnalités-là qui sont toutes plus controversées les unes que les autres. Les nationalistes aiment répéter qu'il y a une culture française, pure, éternelle, qu'il faut défendre contre les influences étrangères. Mais les historiens, ce qu'ils aiment rappeler, c'est surtout que cette culture uniforme, elle n'a jamais existé. Gabriel Noirel a surtout montré que l'identité française avait été créée par de nombreux apports. Une migration intérieure, extérieure, les échanges, les influences. Il a été déterminé que 10% de notre vocabulaire a des origines arabes. Sucre, sirop, aubergine. Et on a aussi une petite partie d'italien avec opéra, banque, et aussi du germanique avec guerre, blessé. La culture française, c'est un creuset né d'apports venant de cultures extérieures. Et même ce qu'on considère comme typiquement français. On va parler du pain, du café. Ça aussi, c'est des héritages venus d'ailleurs.
Du coup, est-ce qu'on fait de l'appropriation culturelle? Donc en fait, si on suit leur logique, t'arrêtes ton repas à l'entrée. Pas de tomates, pas de pommes de terre, pas de sucre. En gros, bon appétit avec ta soupe aux choux. Noirel dit dans Le Creuset, l'histoire de la France n'est pas celle de la pureté, mais celle du brassage. En gros, l'idée d'une culture nationale homogène française, elle a été surtout créée par l'État au début du 19e siècle. On a imposé le français à l'école en réprimant les langues régionales. On a étouffé les coutumes locales pour créer une identité une seule et indivisible. Ce qu'on appelle en fait aujourd'hui culture française, c'est une version extrêmement lissée, uniformisée, qui a marginalisé la diversité culturelle du pays. Bah oui, parce que la France éternelle, surtout Paris qui explique aux Bretons comment on fait une galette. Au final, ce serait quoi la richesse de la France? Bah ce serait déjà les apports étrangers qui ont nourri notre gastronomie, notre art et notre langue. Mais c'est aussi la pluralité de nos coutumes régionales, que ce soit l'occitan, le breton, corse, créole, alsacien, ils ont façonné un patrimoine unique. Comme le dit l'historienne Manon Brie, la tradition n'est pas une naissance figée, c'est une construction permanente, réinventée à chaque époque. Vouloir figer une culture, c'est en réalité la tuer. Donc le fameux sauver la culture française, c'est un peu comme mettre ton gamin dans la cave pour être sûr qu'il se blesse pas, mais du coup il va crever de faim. L'histoire de la France, c'est l'histoire du meurtre de la culture des terres qu'on a colonisées et de celles qu'on a tenté d'avorter. Bah tiens, prenons la Normandie. D'abord duché autonome, forgé par les Normands, une culture et une langue normande. En 1204, Philippe Auguste annexe la Normandie. En 1959, l'Angleterre renonce officiellement à ses prétentions avec le traité de Paris. À partir de là, s'installe un long processus d'intégration et d'uniformisation du royaume. La langue normande subsiste, mais sans statut officiel en France, enseignée à la marge. Et à l'échelle nationale, la Troisième République impose le français unique à l'école, réprimant les langues régionales. Du breton au normand, parler local est puni. C'est la fabrique d'une culture, une et indivisible, au prix de l'effacement des particularismes. En bref, on t'explique la tradition française en t'interdisant de la pratiquer. Et puis il y a l'outre-mer. Ces territoires font partie intégrante de la France, mais même dans la langue officielle, on la met de côté. On parle de l'Hexagone, comme si la France s'arrêtait aux frontières du continent Europe. Pourtant, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Polynésie, la culture s'est mieux préservée. La langue créole, la musique, la cuisine, les traditions populaires. Historiquement, ces territoires n'ont pas connu l'intégration forcée des régions de métropole. La France ne voulait pas de leur culture. Elle voulait de leurs terres, de leurs richesses, de leurs ressources, à tel point que l'ancien ministre des Outre-mer Manuel Valls ne sait pas où se trouve la Réunion. C'est ce que montrent les accords Nouméa hier et les accords Bougival aujourd'hui. Après des décennies de statut bancal, une partie de la Nouvelle-Calédonie cherche à écrire sa propre histoire, à se débarrasser d'une république qui ne l'a jamais vraiment intégrée. Alors une bonne partie de ces populations réclament enfin l'indépendance. Quand certains répètent qu'il faut sauver la culture française, la question est simple. De quelle culture parle-t-il? Celle qui efface ses propres régions ou celle qui refuse de reconnaître pleinement ses territoires lointains? C'est un peu un paradoxe. D'un côté, on a tué les cultures régionales de l'Hexagone au profit d'une identité unique. De l'autre, on a laissé des cultures vivre sans jamais vraiment les considérer comme françaises. Et ça, c'est à tel point que Marine Le Pen souhaite l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Elle préfère continuer de les ostraciser plutôt que les intégrer à notre culture. En gros, si tu joues du biniou en Bretagne, c'est folklorique. Et si tu parles créole à La Réunion, c'est exotique. Par contre, mon café du matin est bien français. On n'est pas un petit peu con? La priorité nationale, elle se présente comme une solution de bon sens. Elle promet de protéger, d'intégrer, de redonner sa dignité au peuple français. Mais en réalité, elle produit exactement l'inverse. Elle a créé deux catégories de personnes, ceux qui auraient tous les droits et ceux qui devraient attendre. Et oui, dans cette logique, l'intégration est impossible. Car comment s'intégrer à une société qui dit dès le départ « tu feras jamais vraiment partie de nous ». Au lieu de rassembler, ce discours il fracture. Au lieu de renforcer la solidarité, il fabrique la méfiance. Au lieu de donner des droits, il nous en retire à tous. C'est un peu comme si t'organisais une géante fête d'anniversaire, t'invitais tout le monde, mais tu dis à certains qu'ils auront pas de gâteau. Ils doivent pas trop rire, ils doivent rester dans un coin de la salle, ils doivent pas danser. Non, en fait, c'est mieux que tu viennes pas. En réalité, la priorité nationale, elle sert à rien. Elle réduit pas la pauvreté, elle aide pas les travailleurs, et elle nourrit pas la culture non plus. Par contre, ça construit une société qui se replie, qui se divise. Une société où chacun est suspect aux yeux de l'autre. Si on voulait vraiment aider les plus fragiles, on parlerait de justice sociale, de redistribution, plus de moyens pour les services publics, ou même juste un accès universel aux droits fondamentaux. Parce que c'est pas la nationalité qui détermine la dignité d'une personne, c'est les conditions dans lesquelles elle vit. Si on voulait vraiment faire vivre la culture française, on célébrerait sa diversité. On ferait vivre ses langues, ses traditions, ses apports nouveaux. Parce que l'identité française, c'est pas une forteresse, c'est un mouvement constant, comme le sang dans notre corps. Et flemme d'avoir un caillot. La priorité nationale, elle prétend protéger, mais en fait elle détruit. Elle prétend intégrer, mais elle exclut. Elle prétend unir, mais elle divise. Au fond, cette idéologie, elle ne demande pas de choisir entre les étrangers et les Français. Elle nous demande simplement de choisir entre la peur et la solidarité. Et ça, c'est sans doute le vrai choix politique de notre époque. Selon le défenseur des droits, en 2023, 40% des personnes perçues comme non blanches disent avoir subi des discriminations liées à l'origine dans les 5 dernières années.
Et dans une note de leur étude qui date de 2020 cette fois, ça montre que les candidats perçus comme non français ont 26% de chances en moins d'obtenir la visite d'appartement. Le racisme fait qu'une forme de priorité nationale fantasmée se passe déjà en France. Et on voit bien que ça marche pas. En gros, si tu tiens vraiment à la France, arrête de la casser en morceaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, liker et surtout n'hésitez pas à la partager pour avoir des avis divers ou même parler du sujet autour de vous. Lâchez un commentaire si vous avez envie de vous exprimer, que vous soyez d'accord ou non, ça reste toujours intéressant. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.